D'abord, vous avez vécu sous les tentes qu'on vous avait données. Ensuite, il y a eu le camp avec les maisons en bois. Et ensuite, vous vous êtes installé ici. C'est comment pour vous? C'est vrai qu'au départ, on est allé sous les tentes. Et puis, il a fallu patienter. Après, les maisons en bois, c'était pas mal. Mais maintenant, on habite ici. Et on va rester. On va apprendre à vivre là. C'est tout nouveau pour nous. On ne connaît rien. Mais on va rester et on va essayer de se construire une vie meilleure. Alors c'est mieux. Ma famille habite Port-au-Prince. Et ici, avec les sources, c'est un peu comme une deuxième famille. On peut échanger, on est solidaires, on discute beaucoup et on mange tous ensemble. Comment tu imagines l'avenir? Tu y as déjà pensé? Je rêve que dans le futur, la vie change à Haïti. Que la vie soit meilleure pour les sourds, pour plein de choses. En ce qui concerne l'éducation, l'école, on est dans un lieu nouveau. Et on a une maison neuve, une nouvelle vie. Je crois vraiment que la vie va changer à l'avenir. Ouais, j'y crois. Retrouvez les infos et les dossiers de l'œil et la main en un seul clic sur france5.fr. Dans un instant. Ça pullule! Ah, ça pullule trop! Comment une telle chose a-t-elle pu se produire? Oui, comment une telle chose a-t-elle pu se produire? Nous voulons comprendre! Pour la première de dimanche, le sujet, c'est est-ce que quand j'arrive sur Internet, ça y est, je suis fliqué, je rentre dans la matrice, de savoir où je vais, ce que je fais, ce que j'achète, tout ça, quoi. Ah, ma mère, ça la préoccupe. Big Brother, je suis surveillé de tous côtés. Qu'en penses-tu, toi? Je ne sais pas, tu vas me le dire. Je vois pas l'intérêt. Est-ce que quand on va sur le net, on est fiché ou pas? Bah, quand même un sujet, ça. Bah non. Bah, Le 20-20h, la première émission totalement 20-20, demain à 20h sur France 5. Christian, c'est la régie. C'est clair. Top, ça y est, Christian, t'es en HD. Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. CAC en 3 lettres comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir assez clair. C'est l'heure de notre cours de rattrapage éco-hebdomadaire pour pouvoir briller en société lors de soirées mondaines ou plus simplement se la péter auprès de ses collègues de bureau. Hé Christian, j'ai un truc à te demander avant qu'on commence l'émission. Oui, Pat, je vous écoute. Il y a Thierry, le caméraman, qui m'a dit que t'avais passé le week-end dernier au Cap d'Agde en compagnie de Jean-David. C'est vrai? Pas vraiment. Nous nous sommes croisés par hasard. J'y étais avec Madame Cac. Oh, moi aussi avec mon ex, on y allait souvent. Pat, vos sous-entendus ne font rire que vous. Voyons plutôt ce qui nous attend cette semaine avec Jean-David Krishnou, à la fois maître tantrique, DJ et annonceur de sommaire. Salut Christian. Eh ben alors, le samedi soir, on vous a attendu au Bonobo Club, toi et ta dame. Vous avez raté quelque chose, hein. L'ambiance était électrique. Ils sont pas prêts de faire faillite, ceux-là. Ce sera d'ailleurs notre premier sujet. Les Bonobo Club? Non, la faillite. Nous apprendrons tout sur la liquidation d'entreprise. Ensuite, nous parlerons de l'éolien offshore, le nouvel Eldorado énergétique. Moi, les éoliennes en mer, ça me plaît. Surtout si ça fait ventilateur quand t'as trop chaud sur la plage. Le troisième sujet sera un peu particulier. Il s'agira d'un portrait de l'éminent économiste John Maynard Keynes, réalisé par la jolie Arlette, notre grand reporter. Au fait, Arlette, elle est libre? Eh non, Jean-Dave, elle est mariée. Et alors? Moi aussi, mais je suis libre. Plus trivial, mais plus concernant, le quatrième sujet parlera du prix du gaz et du psychodrame qu'il provoque lorsque le gouvernement ne veut pas appliquer les hausses. Pour finir, vous saurez tout sur le pourboire. Prenez-en de la graine, je ferai tourner le chapeau après l'émission. Avec le salaire que vous avez négocié, vous êtes gonflé, Krishnou. Certains en ont plus besoin que vous. Le prof de kung-fu de ma femme m'a annoncé la mort dans l'âme que son club était en liquidation judiciaire.
Pour lui remonter le moral, je l'ai informé que dans le quartier, c'était aussi le cas du boucher et du cordonnier. Ça n'est plus vraiment un scoop, la faillite est tendance. Voici l'histoire d'un long calvaire qui débute par la cessation de paiement. Depuis une trentaine d'années, Émile Raffaron dirige une petite menuiserie spécialisée dans les cure-dents. Malheureusement pour lui, les commandes se font rares, les stocks s'accumulent et le service comptabilité a une mauvaise nouvelle. Faire faillite, c'est quoi au juste? Si vous me dites encore qu'il n'y a plus d'oseille dans les caisses, moi je réouvre la boîte à beignes, c'est clair? Bah voilà! Mais on est en cessation de paiement, monsieur Raffaron. Cessation, rien du tout! Je vais te faire danser, moi! Comment ça va là-dedans? Bah tiens, manquez plus que les banquiers. Je vous en prie, messieurs, rentrez, faites comme chez vous. Avec tout le pognon qu'on vous a prêté, c'est sûr qu'on est un peu chez nous. Vous êtes en cessation de paiement, Raffaron. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus payer ni vos fournisseurs ni vos salariés, et que nous nous asseyons sur vos remboursements. Comme disent les Américains, la faillite, nous voilà. Pas si vite, je vais d'abord déposer une déclaration auprès du tribunal de commerce. Oui, et à partir de là, deux possibilités. Soit vous serez placé en redressement judiciaire avec poursuite de l'activité. Ou alors Ou alors quoi à la fin? C'est lourd là. Ou alors le tribunal de commerce prononcera la liquidation de votre entreprise. Dans ce cas, les premiers à être dédommagés sont vos employés, suivis de l'URSSAF et des impôts. Nous autres banquiers, on récupère ce qu'on peut. Et les fournisseurs se tapent les restes quand il y en a. Comprenez que ça m'énerve. Et si je suis en redressement judiciaire? Dans ce cas, le tribunal de commerce désigne un administrateur judiciaire dont le but est de vérifier si l'entreprise a une chance de survie. Oh là là, c'est dégueu ici. Afin d'établir un plan de redressement, l'administrateur réalise un inventaire du patrimoine de l'entreprise. Il y a du sacré matos ici. J'ai conscience qu'avec ma toute petite menuiserie, je suis particulièrement exposé au risque de faillite. En effet, les micro-entreprises sans effectif ainsi que les TPE de moins de 10 salariés représentent 90% des entreprises défaillantes. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez me fournir la liste de vos factures fournisseurs. En tant qu'administrateur judiciaire, j'ai la possibilité de geler ou d'étaler dans le temps une partie de vos dettes. Mais mes créanciers vont refuser. Non, ils n'ont pas vraiment le choix. Ah d'accord. Donc si je dois de l'argent pour le téléphone... Je fais la même chose. Ah quand même. Et si je vous avais dit que je devais de l'argent à un pare-brise? Voilà ce que je peux faire. Et si malgré ça, vous n'y arrivez toujours pas, soit l'entreprise est cédée à un repreneur, soit elle est liquidée. Par un liquidateur qui est en général l'administrateur judiciaire lui-même. C'est lui qui procédera à la vente des biens de l'entreprise jusqu'à ce qu'on appelle la clôture de liquidation, qui intervient lorsqu'il n'y a plus rien à récupérer. J'ai pas le choix. La clôture de liquidation signe l'acte de décès de l'entreprise et la mise au chômage de tous ses salariés. Mais arrêtez de me raconter ça, c'est horrible! Arrêtez votre truc là! Arrêtez tout de suite! Effectivement, c'est à se tirer une balle. Écoutons Maître Fabien, expert en liquidation. 60 000 entreprises passent chaque année devant le tribunal de commerce. Et ce qui représente 250 000 emplois. 70% des jugements prononcés par les tribunaux de commerce sont des liquidations judiciaires directes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun espoir. Ça fait froid dans le dos. Remarquez, à ce rythme-là, il y aura bientôt plus de sociétés à liquider. Enfin, changeons-nous les idées en tournant une page de réclame. Vous vous sentez seul et vous rêvez de l'homme idéal? N'attendez plus! Contactez l'agence matrimoniale Robolove. Nous avons celui qu'il vous faut. Son nom, Robot Redford. Oh! Robot Redford est une merveille de biotechnologie. Il intègre la précision et l'efficacité de la machine. À votre service. Mais aussi la sensibilité de l'homme moderne. Chérie, je t'aime. Alors n'hésitez plus, vivez le futur au bras de Robot Redford, vous serez comblés. Chérie, je te veux. Je me demande quand même quelle tête auront les enfants. En tout cas, ils ne risqueront pas de tomber en panne d'électricité. Avec l'attribution de parcs éoliens à EDF, Alstom et Areva, la France se lance dans une nouvelle source de production d'électricité, les éoliennes en mer. Mais à l'inverse de ma lampe à pétrole qui fait l'unanimité entre ma femme et moi, la bagarre entre pros et anti-éoliens en mer fait rage. René et Bernard sont deux playboys accros au sport extrême et à l'écologie. Récemment, ils se sont mis en tête de sillonner les côtes françaises à bord de leur radeau 100% recyclable pour vanter à la population les qualités de l'éolienne en mer. Un bon moyen, selon eux, de prêcher la bonne parole tout en rencontrant des filles. Par le plus grand hasard, les deux compères accostent aujourd'hui sur la plage d'un camping de bonnes sœurs. Pourquoi l'éolien offshore fait débat? Qu'est-ce
que vous foutez ici? C'est la plage privée du camping des Caramélites. N'ayez crainte, ma sœur. Nous sommes séducteurs, mais gentlemen avant tout. Dis donc, je suis pas ta sœur? Je suis la mère supérieure, responsable du camping, et je vous interdis de reluquer mes brebis. En fait, nous voulons juste vous expliquer les bienfaits des éoliennes offshore. Et aussi faire connaissance avec vous, les filles. Toi, tu restes couché. C'est quoi cette histoire d'éoliennes? Vous allez pas nous en installer sur le terrain, quand même? Offshore, ça veut dire au large. Les éoliennes sont à peine visibles à l'œil nu puisqu'elles se situent à 10 km des côtes. La France a décidé de miser dessus comme une nouvelle source de production d'électricité. Et elles sont 2 fois plus puissantes que les éoliennes terrestres. Vous perdez votre temps. Suivez-moi, vous allez comprendre. Vous voyez, ici, tout marche au fioul. Ça pollue, mais ça tient chaud. Je me balade en paréo toute l'année. Pourquoi j'irais m'enquiquiner avec vos moulins? D'une part parce que la France s'est engagée vis-à-vis de l'Europe pour augmenter la part du renouvelable dans la production énergétique. D'autre part parce que c'est une nouvelle technologie et c'est l'occasion pour nous de créer une filière d'excellence. Nous poursuivrons cette discussion ce soir au clair de lune. Dans les médias, j'organise une boum pour faire plaisir aux filles. Vous pouvez rester, mais je vous ai à l'œil. Pas de roulage de pelle, compris? Il est pour moi. Ah, enfin tranquille. Elle est un peu bouchée, la mère supérieure. Elle veut pas entendre parler des éoliennes en mer. T'en penses quoi, toi, des énergies renouvelables? Je sais pas, moi j'ai un poêle à mazout. Vous voulez y jeter un œil? Un poêle à sazout? Accompagnez-moi dans mon bungalow. La vache, avec son poêle à mazout, elle pollue autant que la vieille. Dites donc, vous avez disparu où? Je vous ai attendu dans votre bungalow, moi, toute la nuit, pour vous rappeler que le coût de revient de l'électricité produite par l'éolien offshore est 3 fois supérieur à celui des énergies fossiles. Oui, mais EDF devrait racheter la production de cette électricité 2 fois plus cher que son prix de revient. Ça, c'est pas garanti. En tout cas, le surcoût sera payé par les consommateurs, au travers de la CSPE, la taxe sur les énergies renouvelables. Sinon, ça vous dit une baignade nue dans le lagon? On décampe. C'est des folles furieuses. Allez, cap vers le sud. L'escale d'après, ils sont tombés sur un camp de nudistes flamands. Ah, mais notre expert Daniel Coudeline a une précision à nous apporter sur l'éolien offshore. Oui, Christian, pour répondre au Grenelle de l'environnement, d'ici à 2020, 1000 éoliennes seront installées au large des côtes françaises et fourniront l'équivalent de la consommation annuelle de 4,5 millions de foyers. Quant à moi, j'ai mis au point des éoliennes fixes ou chemines éoliennes que vous voyez derrière moi. Je sais pas encore ce que ça va donner, j'attends le résultat. En tout cas, déposez le nom, ça a l'air prometteur. Voulez-vous que je vous raconte le rêve étrange que j'ai fait la nuit dernière? Eh ben ouais, balance. C'était dans un futur post-apocalyptique, où les hommes n'avaient ni foi ni loi, où le système économique n'existait plus. L'humanité courait à sa perte si je ne venais pas prôner la bonne parole à l'aide de mon astronef et de mon super costume. Halte, qui va là? Je suis Christian Cac, docteur en économie. Qu'est-ce que vous foutez là? Voyez pas que vous avez atterri sur notre champ de patates? Navré pour les patates, mais je suis venu pour aider à redémarrer le système économique du monde afin que l'homme redevienne civilisé. On s'en tape de ton système à la con. Nous, on paye tout en patates et on est super contents comme ça. Et après, ils ont crié à l'hérésie et m'ont brûlé sur la place du village, ce qui m'a réveillé en sursaut. Je ne leur voulais pas de mal, je voulais juste leur expliquer les principes fondamentaux de la macroéconomie, ce qui nous amène à notre nouvelle rubrique. Je ne suis pas peu fier de vous présenter la première édition spéciale consacrée aux grands économistes de l'histoire. En attendant le portrait qui un jour me sera consacré, je vous propose de faire connaissance avec un poids lourd de l'écho. J'ai nommé John Maynard Keynes, le fondateur de la macroéconomie, la science qui permet de comprendre l'économie de façon globale. Un peu comme un plan d'ensemble filmé depuis un hélico? Oui, c'est ça, Arlette. Pour cette rubrique, notre reporter Arlette a parcouru le monde pour réaliser le film que vous allez voir. De plus, des téléspectateurs membres du club Les Amis de CAC commenteront ce portrait. Nous sommes curieux de voir comment vous allez résumer la vie de Keynes en 4 minutes. Un documentaire de 4 heures aurait à peine suffi. Oui, bah on fait ce qu'on peut. Mais qu'est-ce que c'est que cette musique? Excusez-moi, je calais mon générique. Vous verrez, j'ai instauré un climat un peu oppressant à la Kubrick pour capter l'attention du spectateur. Oui, eh bien, place au film. John Maynard Keynes est né en Angleterre en 1883. Issu d'une famille d'universitaires, le petit John s'est vite révélé particulièrement brillant. Il aurait même découvert le principe du taux d'intérêt à peine 4 ans et demi. Plus tard, il suit de brillantes études de mathématiques à l'université de Cambridge. Là-bas, il intègre le groupe de Bloomsbury,
constitué d'artistes et intellectuels, tels que l'écrivain Virginia Woolf et le peintre Duncan Grant, avec qui il vécut un temps en couple. Grand fan d'opéra, il épouse en 1925 la ballerine russe Lydia Lopokova. Mais que de raccourcis, elle n'évoque même pas ses travaux philosophiques. Et peut-être vont-ils se rattraper sur un comparatif entre les écrits de Keynes et ceux de Karl Marx. Comment peux-tu comparer Keynes avec cet allumé de Marx? En 1936, Keynes publie une œuvre révolutionnaire. C'est la théorie générale de la monnaie de l'intérêt et de l'emploi. Dans ce document fondateur de ce qui sera plus tard la théorie keynésienne, il explique que les marchés ne possèdent pas de mécanismes qui conduisent naturellement vers le plein emploi. La croissance peut donc se passer d'une grande partie de la population active d'un pays et être parfaitement florissante, alors que chômage et pauvreté se développent. Attention, petit quiz. D'après Keynes, pour combattre le chômage, il faut une intervention extérieure, laquelle? A. L'État. B. Un miracle. C. Les extraterrestres. C'est l'État, bien sûr. Moi, je vote pour les extraterrestres. Réponse, l'État. Keynes préconisait des actions gouvernementales pour relancer la demande, comme baisser les impôts, relever les minima sociaux et baisser les taux d'intérêt pour redonner du pouvoir d'achat aux ménages. Changement de rythme. En juillet 1944, Keynes participe à la signature des accords de Bretton Woods, dont l'un des objectifs est la mise en place d'une organisation monétaire mondiale. Il propose une monnaie supranationale, le Bancor. Mais c'est la solution américaine d'un système centré sur le dollar qui est retenue. C'est quoi ce truc maintenant? Très déçu, il trépasse peu de temps après, le 21 avril 1946. Il est toujours parmi nous. Des commentaires, messieurs? Ça, c'est une fin digne de Kubrick. Pas du tout, c'est complètement Hitchcockien. C'est surtout une belle façon de souligner la modernité de Keynes. Aujourd'hui, beaucoup de grands économistes se revendiquent encore du keynésianisme. En tout cas, bravo Arlette! Dites, Christian, un rôle de gladiateur dans mon prochain court-métrage, ça vous dit? Ça mérite réflexion. À présent, il me brûle de savoir ce que nos amis internautes, ces visionnaires informatiques, ont pensé de cette nouvelle rubrique. Regardons le Visiomail. Merci de m'avoir fait découvrir Keynes. Je suis sous le charme. Ce type-là est hallucinant. Il a toutes les solutions pour redonner du pouvoir d'achat aux ménages. Alors, s'il vous plaît, envoyez un DVD à l'Élysée pour que le gouvernement sache comment procéder. Ils ont l'air d'être en panne. Bonjour, je m'appelle Didier Lamorgue, décorateur d'intérieur. J'ai adoré votre sujet, surtout la séquence du cimetière et son esthétique gothique. D'ailleurs, si vous avez l'email de la comédienne de la fin, j'ai complètement craqué. Elle m'a donné des frissons. Salut, moi j'ai pas du tout recordé l'émission, mais j'en profite pour passer une petite annonce. Je vends mon pipeline et ma foreuse de jardin. C'est celle qui est derrière moi. Elle est super facile à installer et elle marche du tonnerre. Vous avez pas envie de savoir si vous avez du pétrole chez vous? Ah, pas bête, la foreuse de jardin, vu le prix actuel des énergies fossiles. Dommage que je vive en appartement. Il n'y a pas qu'à la pompe à essence que l'on grimace en voyant le prix qui augmente. Beaucoup de Français font aussi grise mine en ouvrant leur facture de gaz. Quoi? Voilà pourquoi, tous les trimestres, alors que le prix du gaz doit être révisé comme l'exige la loi, le gouvernement s'en mêle et refuse d'appliquer une hausse pour ne pas peser sur le pouvoir d'achat des ménages. Du coup, les fournisseurs de gaz s'enflamment et l'éternelle bataille s'engage une fois de plus. Tentons de comprendre le phénomène. Stéphane Patulacci vient d'être promu ministre au sein du nouveau gouvernement français. Ce matin, il avait rendez-vous à Matignon pour se faire attribuer son portefeuille ministériel. Pourquoi le prix du gaz provoque un psychodrame? Oh là 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 la punaise! Tu vas jamais croire dans quel ministère ils m'ont foutu, les enfoirés. Ils ne pouvaient pas faire pire. Ils m'ont nommé ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. C'est une catastrophe. Enfin, chérie, tu exagères un peu, là. C'est quand même génial d'être ministre. Et en plus, tu t'y connais vachement, développement durable. J'ai les boules. Je vais devoir gérer la fixation du prix du gaz. Oh, tu te fais du mouron pour pas grand-chose. Mais oui, bien sûr. Pourquoi je me prends la tête? La vie est belle. À chaque fois, c'est un bordel monstre parce que le gouvernement ne veut pas appliquer la hausse que la Commission de régulation de l'énergie lui recommande. Comment ça? Selon la loi, le prix du gaz doit être révisé tous les trimestres. C'est pas une raison pour me parler sur ce ton. La commission fait un calcul de l'évolution du prix du gaz avec une formule bien élaborée. Explique-lui, Bubule. Oh là là, mais c'est que j'ai une mémoire de poisson rouge, moi. Je sais en tout cas qu'elle tient compte de son prix de revient. Ok, mais ça ne devrait pas t'affecter comme ça. Toi, t'es le ministre, t'as des délégués qui peuvent s'en occuper.
Hélas, non, mon petit abricot. Ce matin, dans son bureau, le Premier ministre m'a bien fait comprendre que le seul responsable, c'est ma pomme. Allez, Patulacci, je vous emmène à votre bureau. Il y a du boulot là-bas. Je l'ai décoré moi-même et les meubles sont très très classe, en imitation chêne. Je le sens pas, là. Oh, j'ai un nœud à l'estomac. Je vous préviens, c'est super tendu. Le gouvernement précédent a refusé d'appliquer la hausse du prix du gaz, alors que la commission préconisait une augmentation de 10%. Difficile pour nous de refuser la prochaine, et pourtant, c'est ce qu'on doit faire. Mais on dépend tout de même des prix des marchés internationaux. Si ça augmente partout dans le monde, on sera obligé de suivre. C'est justement pour ça qu'on doit la jouer fine. On a essayé de dépolitiser la décision du prix du gaz, mais en vain. On doit encore se la taper, et désolé mon petit pote, mais ça tombe sur vous. Oh, punaise! Le pire, c'est que les évolutions sont incompréhensibles. Le prix du gaz est en partie indexé sur celui du baril de pétrole, mais il arrive souvent que l'un augmente pendant que l'autre baisse, comme au printemps 2012. Oh chérie, t'es vraiment dans la panade. T'aurais mieux fait de faire ministre de la Culture, c'est bien plus cool. Bubule a raison. Je vais demander ma mutation. Au moins, on aura des places de théâtre gratuites. Je déteste le théâtre. Tant pis, je me coltine le gaz. On aura un prix sur nos factures. Entre ces deux-là, on peut dire qu'il y a de l'eau dans le gaz. Mais au fait, le prix du gaz en France est-il plus cher que chez nos voisins européens? Écoutez, mon cher Christian, il y a une étude qui dit que le prix du gaz domestique en Europe s'élève à 6,40 € TTC pour 100 kWh. La France, elle, est à 6,50 €, donc on est plutôt dans une bonne moyenne. Ça gaz pour nous. Toujours le mot pour rire, ce Tristan. Du gaz au jazz, il n'y a qu'un pas. En avant la musique, c'est l'heure du Top CAC. Waouh, salut les kids, Top 4 pour tout le monde. Pour tout savoir sur le hit parade des chansons du CAC 40. Cette semaine, en 3e position, notre anarcho-gaucho préféré, Francis Castagne, avec son tube, Le prix de l'anarchie. Moi, j'ai rien compris au cours d'économie. Alors j'ai choisi le prix de l'anarchie. Enfoiré capitaliste, vous aurez jamais mon fric. Et puis votre barbecue, il est vraiment pas cool. Je vais arrêter de chanter. Lâchez-moi, je fais ce que je veux. Révolution. Entrée fracassante à la 2e place du top du trio Aulnay Jazz avec leur sombre ritournelle PSA fait pas ça. PSA, fais pas ça, vas-y, fais pas ça, on a besoin de travail. Si tu fermes notre petite usine, fini les petites berlines, PSA, fais pas ça, vas-y, fais pas ça, ça c'est vraiment pas cool. Si tu fermes notre petite usine, on va devoir bosser en Chine. Et au sommet du podium, Miss Duchesse avec le slow qui a ému la Belgique entière, Plat pays me voici. Je sais pas ce qui m'arrive, j'ai envie de changer de pays. La France est finie, Plat pays me voici. Certains diront que c'est pour payer moins d'impôts. Mais la vérité, j'adore Bruxelles, c'est super beau. C'est vrai que c'est beau, Bruxelles. Moi, je n'ai pu visiter que le quartier rouge, mais ça m'a laissé un souvenir impérissable. En revanche, qu'est-ce que ça m'a coûté en pourboire? À la télé, la qualité du service est indiscutable, mais on n'a pas de pourboire. C'est malheureux, mais aujourd'hui en France, le pourboire n'est plus de mise. Pourtant, moi je donne toujours un petit quelque chose aux stagiaires quand ils lavent mon auto. Ça lui donne du cœur à l'ouvrage. Tout de suite, un petit topo sur le pourboire. Akhtar et Tondou sont inspecteurs de police dans la petite ville de Vaux-le-Pénil, où il ne se passe jamais rien. Aucune enquête à se mettre sous la dent depuis des mois. Pas même une disparition de chat. Afin de justifier leur salaire, les deux hommes ont mis au point une technique pour enquêter malgré tout. Ils sonnent au pif chez des gens. Akhtar pose les questions pendant que Tondou fouille la baraque. Aujourd'hui, Akhtar parlera pourboire. Les pourboires, est-ce que ça rapporte? Ça dérange si j'utilise vos toilettes? Bien sûr que non. En plus, je viens de brosser la cuvette. Elle est resplendissante. Vous voulez en entendre une bonne? Avec mon collègue, on sort du resto et j'ai laissé 2 € de pourboire alors que j'étais même pas obligé. En France, le service est compris dans la note, c'est 15% du montant total. Une excellente anecdote, inspecteur. Merci. Et dans le domaine de l'hôtellerie, vous savez comment ça se passe? Rien.
Bah, on donne aussi des pourboires, aux services de chambre, aux bagagistes, aux voituriers, quand on est content du service. Encore rien. Très bien. Vous voulez boire quelque chose, inspecteur? C'est moi qui pose les questions et n'espère pas récupérer un pourboire. Mais c'est pas une question, inspecteur. Oui, non, pardon. Dans certains restaurants, il paraîtrait que le serveur double leur salaire grâce au pourboire. Toujours rien. De quel resto s'agit-il d'après vous? Ben, les restaurants très chics et ceux fréquentés par les touristes étrangers. Ils sont considérés comme plus généreux que les Français. Par exemple, aux États-Unis, le pourboire est une convention. Il représente 20% de la note. Dites donc, il en met du temps, votre collègue. Il a mangé quelque chose de lourd? En réalité, mon collègue est en train de fouiller votre maison. Il a affaire de ouf et j'espère bien qu'il va trouver quelque chose de louche parce qu'on en a marre de cette ville où il se passe jamais rien. Ah mais y a vraiment que dalle. Reprenons si vous le voulez bien. Saviez-vous que chaque pourboire doit être déclaré aux impôts? Je sais, quand j'étais serveur, je l'ai déclaré sur la base forfaitaire de 8%. Mais vous cherchez quoi au juste? La ferme, j'ai rien trouvé et je suis pas content. J'ai une idée. Peut-être vous pourriez fouiller ma voiture? Dites, messieurs, je voulais vous rendre service, mais je suis en train de réaliser que l'intérieur est vraiment cracra. Ça vous dirait pas de parler pourboire, plutôt? N'essaie pas d'utiliser cette technique de diversion. C'est nous qui l'avons inventée. Vous saviez que la part des pourboires dans le chiffre d'affaires du secteur hôtelier est de 10%, soit environ 5 milliards? C'est quoi, ça? J'ai rendez-vous chez le dentiste! Il ment! C'était quoi ce truc? Un vieux caleçon sale! Mais je vous jure, j'allais le laver aujourd'hui! Enfin, un peu d'action pour nos chers inspecteurs. Je suis bien content pour eux. Avant de conclure, mon ami Christophe Niolet souhaiterait intervenir. J'espère qu'il a vraiment quelque chose à dire et qu'il ne veut pas juste nous montrer ses bagnoles. Christophe? Pour être tout à fait honnête, je comptais faire les deux. Ça prestige, j'en étais sûr. Mais j'apprécie votre franchise. Allez-y, Christophe. Avant tout, un peu de culture. Vous connaissez le terme anglo-saxon type, synonyme de pourboire? Eh bien, il s'agit en fait de l'abréviation de To Insure Promptness, littéralement pour s'assurer de la rapidité du service. C'est un anglais qu'il a inventé au XVIIIe siècle. À part ça, vous en pensez quoi de mes bolides? Si vous me raccompagnez chez moi, je vous garantis un petit pourlait.